Nouvelle session consacrée au territoire. Alors je me démasque 12 secondes pour vous saluer, démasquer. Et je me remasque parce qu'une partie de mon quotidien est consacrée à convaincre 10 000 étudiants et quelques centaines de collègues d'être masqués tout le temps, sauf à la cantine, et de faire cours masqués. Donc je ne peux pas me permettre d'être sur Twitter démasqué. Et puis je parle par ailleurs à côté d'un médecin sous sa vigilance. Donc toutes ces raisons vont me conduire à parler masqué. Mais comme je vais parler pendant 2 minutes et ensuite j'aurai simplement une tâche qui consistera à louer la parole, tout ça ne sera pas préjudiciable. Alors nous sommes réunis pour donner des pouvoirs au territoire. Si vous lisez le programme, vous observez que, par exemple, la session qui va suivre sur les relocalisations est assortie d'un point d'interrogation. Nos camarades de l'équipe du Cercle, lorsqu'ils ont réfléchi, ils et elles ont réfléchi à cette thématique, n'ont pas souhaité mettre un point d'interrogation. Tout ça donne à penser qu'il y a une forme de consensus et d'évidence à donner plus de pouvoir au territoire, ce qui pourrait être d'ailleurs tout à fait singulier à une période qui est au contraire celle du grand retour de l'État. Donc j'ai essayé de creuser, il me semble qu'il y a 3 raisons qui pourraient conduire à cette forme d'évidence. La première s'ancre avant le début de la crise, et notamment dans ce qui a déjà été évoqué, la transition énergétique. Lorsqu'on va devoir développer, il en sera question dans le panel que je vous présenterai ensuite, des énergies renouvelables qui sont très décentralisées, améliorer l'habitat qui évidemment est très décentralisé, inventer des nouvelles mobilités qui le sont également, eh bien on peut considérer qu'il est cohérent de donner plus de pouvoir au territoire. On a découvert, deuxième paquet de raisons, toute une série de motifs additionnels durant la crise, qui sont des motifs sanitaires. Alors on a eu cette chape de plomb du confinement, et depuis le déconfinement, on fait des choses à géométrie variable selon les territoires. Je ne m'engagerai pas sur ce terrain qui est celui de Renaud Muselier, mais qui n'est pas le mien pour ce qui est de la partie médicale, mais en tout cas on l'a observé. On a observé également durant cette crise que les territoires étaient extraordinairement hétérogènes pour ce qui est, par exemple, de l'accès à la fibre, et que tout ça dans une période dans laquelle on était conduit à télétravailler, à téléenseigner, à télémédeciner, à des endroits différenciés, eh bien, pouvait avoir un impact. Et enfin, troisième et dernière raison, l'un de nos panélistes d'ailleurs, je vous présenterai ensuite, s'est exprimé dans le journal du dimanche la semaine dernière sur ce thème. La dernière raison, c'est qu'il va bien falloir allouer ces 100 milliards, et ces 100 milliards, il va falloir les allouer en faisant de la microchirurgie en fonction des territoires. À partir de là, je vais donner la parole à Renaud Muselier, qui notamment, j'imagine, aura à nous expliquer ce qui est en train de se concocter avec la loi dite 3D, décentralisation, différenciation, déconcentration, qui fait l'objet d'un accouchement un peu difficile. Et j'ai cru comprendre que cette difficulté d'accouchement ne s'expliquait pas uniquement par la crise sanitaire, mais s'inscrivait peut-être dans une tradition française. Monsieur Muselier, alors je ne vais pas perdre de temps à vous présenter. Vous êtes ici parce que vous êtes le président de la région qui nous accueille, mais également parce que vous êtes, et c'est peut-être plus important encore pour nous éclairer sur ce débat, le président de Régions de France. Et donc à ce double titre, merci. Et donc vous avez une quinzaine de minutes que j'ai à peine écornées. Bon, 15 minutes pour faire le point. Merci pour votre accueil. Dans ces 15 minutes, 30 secondes pour saluer les 20 ans de cette manifestation exceptionnelle. Et merci, M. Lorenzi, merci pour ton action, merci pour ce retour ici. Et si tu pouvais l'inscrire dans le temps, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Aix, tu es le bienvenu et tu trouveras la région à tes côtés, parce que c'est un lieu d'échange important et qui fait en sorte qu'au-delà de la qualité d'Aix, les échanges qui sont faits par toutes les personnalités politiques ou d'autres mondes qui viennent ici régulièrement dans un cadre confiné aujourd'hui, enfin pas confiné mais en tout cas de protection, fait en sorte que c'est quelque chose de très important pour nous. La question sur la puissance des territoires ou le volet des territoires, je vais la présenter un peu différemment si je puis me permettre. En fait, on parle de décentralisation tout simplement. Quel est le niveau de la décentralisation? Où en sommes-nous? Comment on en est arrivé là? D'un État qui était globalement parfaitement centralisé, qui a été décentralisé en première partie par les lois de Gaston Defferre en 82, qui lui-même en avait assez du pouvoir central de droite à l'époque et qui faisait en sorte qu'il ne pouvait jamais avoir les moyens d'agir dans sa ville, dans une métropole qu'il n'avait pas voulu faire lui-même, mais en tout cas qui n'avait pas la capacité d'action compte tenu de la totalité des pouvoirs qu'il avait.
Ça a été un très grand acte de décentralisation qui quand même a bouleversé beaucoup de choses, mais on voit bien la difficulté que l'on rencontre aujourd'hui après en cascade. Deuxième acte, quelque part, de décentralisation, c'est Raffarin 2. J'étais au gouvernement à ce moment-là, c'est 2003, où il y a eu incontestablement aussi des avancées complémentaires intéressantes. Troisième acte de la décentralisation, c'est 2015, avec la loi NOTRe, qui c'est la suite de la loi MAPAM, la loi NOTRe donnant très clairement un certain nombre de responsabilités décentralisées aux communes, aux intercommunalités, aux départements et aux régions. Cette loi, depuis 2015, est appliquée sans être appliquée. Elle voulait clarifier les compétences, elle ne l'a pas fait. Elle voulait donner des moyens financiers, ils n'ont jamais été attribués. Elle voulait permettre de donner une proximité dans la décision, c'était plus ou moins raté. Parce qu'on ne va jamais jusqu'au bout dans ce pays. Et donc on a toujours la volonté, non pas de nager dans sa ligne, si je puis dire, mais d'aller essayer de prendre la compétence du voisin en pensant qu'elle va l'aider. Et donc on s'est retrouvé un certain nombre de difficultés que l'on rencontre aujourd'hui. Et nous avons, compte tenu des difficultés que nous avons rencontrées avec le président Macron et son approche sur les territoires, fait dans le congrès qui a eu lieu aux régions de France il y a 2 ans, avec M. Barouin, président de l'association des maires, M. Bussereau, président de l'association des départements, M. Morin à l'époque, président de l'association des régions de France sous mon autorité, c'est moi qui ai invité à ce moment-là, Territoires Unis. Alors Territoires Unis, c'est quand même une spécialité incroyable, ou une spécificité, ou une particularité politique absolument invraisemblable, c'est que nous, les maires, les départements et les régions, on ne s'est jamais entendus. Mais jamais. Parce qu'on veut toujours la compétence de l'autre, les moyens de l'autre, et on pense qu'on est plus efficace que l'autre. Ce qu'a fait M. Macron et le gouvernement d'Édouard Philippe, on lui a dit en face, c'est qu'il nous a fédérés. C'était juste avant les Gilets jaunes, en fait. Et on a réalisé tout le long que finalement, dans le cadre de nos compétences, avec le pouvoir central, nous avions toujours des arbitrages négatifs, toujours négatifs. Quand M. Morin, à la suite des engagements que nous avons pris, a quitté la présidence des régions de France, M. Morin étant lui-même normand, il avait quelques difficultés aussi de caractère, en fait, de proximité avec M. Philippe, qui n'est pas mon cas, parce que M. Philippe, lui, Édouard, sort de ma formation politique, et nous avons des relations très amicales, on se la bise. Bon. Mais enfin, c'est pas parce qu'on se la bise qu'on a été bien arbitré, très honnêtement. Donc, c'était une situation très paradoxale, parce que nous nous retrouvions avec Édouard Philippe, qui était un Premier ministre tout à fait compétent, issu de ma famille politique, avec qui j'ai un grand passé politique de travail politique, dans le cadre de l'action politique et publique. Et lui-même étant maire, nous avions espéré trouver des solutions. Exemple simple, ils nous ont piqué quand même l'apprentissage, dans une loi complètement inique, où ils nous ont piqué la compétence, piqué les moyens financiers, pour recentraliser dans le cadre de France Compétences qui doit organiser les CFA dans toute la France. Et en fait, ils ont cédé à un lobby qui est très simple, que j'ai dénoncé tout de suite auprès de Mme Pénicaud, avec qui j'ai eu des mots un peu désagréables, mais que j'assume pleinement et je lui ai dit en face. Comment on peut... Ils sont rentrés dans la filière avec l'UMM et le BTP, et ils ont abandonné toutes les autres petites filières. Ça veut dire quoi? Dans cette région tout particulièrement, assez facile de traiter la fonderie avec ITER ou les chantiers navals. Assez facile de traiter tout le problème de l'électronique ou de l'aéronautique avec Eurocopter, Airbus hélicoptère. Très compliqué d'aller me traiter les bouchers, les esthéticiennes de Gap, d'Embrun ou de Briançon, hein, où il y a un abandon total de tous les petits boulots de la région. Alors forcément, ça a créé une grosse tension, on a perdu l'arbitrage, et c'était quelque chose de parfaitement désagréable. Fort de tous ces troubles multiples et variés, Édouard Philippe, avec Mme Gouraud, a mis en place un dispositif qui est la fameuse loi des 3D. Différenciation, décentralisation, pas distanciation, excusez-moi, distanciation c'est aujourd'hui, ça c'est réussi en tout cas, bon. Enfin réussi. Et donc on s'est retrouvé dans une situation où quand on a fait nos vœux de Territoires Unis en début d'année, avant la crise, j'ai dit à Jacqueline Gouraud qui était venue en région de France, avant les 3D, il va falloir qu'on mette en place les 3C. Clarification, compétence et confiance. Or, aujourd'hui, on n'a rien de tout ça. On est parti dans cette logique début janvier, avec des relations avec le gouvernement très particulières. Il y en a qui sont en fait très décentralisateurs, et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et suivant votre interlocuteur, vous vous retrouvez avec des dossiers arbitrés en votre faveur ou non, mais c'est parcellaire, avec la possibilité d'un arbitrage complémentaire. Et je donnerai un exemple très simple tout à l'heure pendant la crise du Covid.
Nous sommes partis sur 3D. Fin janvier, il commençait à y avoir une grosse difficulté avec le Covid qui arrivait. Puis on a eu après toute la série difficile que nous avons passée pendant cette période. Où là, nous, les régions de France, devant, et je reprends les propos qui ont été tenus par un de mes prédécesseurs, concernant une crise sanitaire qui a été gérée en dépit du bon sens, fait en sorte que le dépit du bon sens, les alternoiements, les commentaires permanents sur BFM Télé ou les télévisions et la bataille des spécialistes qui sont tous devenus épidémiologistes, médecins, enfin ils savaient tout faire, et critiquaient toujours les autres, fait en sorte que effectivement la parole gouvernementale était en difficulté. Nous, et j'ai imposé aux régions de France une démarche qui a été de dire, je suis un ancien médecin urgentiste, quand on est dans l'action de l'urgence, quand on pose une voie veineuse centrale sur une autoroute, on n'a pas besoin d'avoir le brancardier à côté qui klaxonne ou les gens qui passent. Voilà, ça, c'est pas possible, ça perturbe. Et donc, nous avons pris la décision de faire zéro polémique. Et vous n'avez jamais entendu aucun des présidents de région de France, et j'en ai quelques-uns qui sont solides quand même, Wauquiez, Bertrand, Pécresse, Morin, Delga, Rotner, ça va, j'ai quand même du monde. Et ils ont une liberté d'expression totale, et d'ailleurs c'est peut-être notre force aujourd'hui, ce qui nous fait notre unité. Et nous, alors à ce moment-là, nous sommes dégagés, proprement et simplement, de toutes les contraintes d'État. D'abord, on a un peu piloté le système Jean Rotner et moi, parce que Jean Rotner est médecin, et lui a été impacté directement parce que c'est le Grand Est. Et donc le Grand Est, nous sommes dans notre boucle des présidents, il nous a alerté des difficultés et nous avons pu prendre un certain nombre de mesures assez rapidement. Mesures dans le cadre sanitaire, dans le cadre de l'accueil des malades, dans le cadre de la protection avec la recherche de masques, avec les tests, et bien sûr tout le volet que nous avions mis en place chacun dans ce qu'on a appelé nos plans de sauvegarde ou de relance, sur le plan économique auprès de nos entreprises, où on a levé ici dans cette région, notamment avec la Caisse des dépôts, les autres collectivités, près de 700 millions d'euros quand même, qui ont été directement injectés dans l'économie locale. Bien. Donc on se retrouve dans une situation, pendant cette période-là, où quand on commande les masques, par exemple ici dans la région, on a commandé 14 millions en Chine, pendant qu'on nous explique au niveau national que ça ne sert à rien quand même. Je ne vous parle pas de l'histoire de chloroquine avec M. Raoult, parce que là, c'est sans fin. Mais en tout cas, nous, on avait pris une position très claire et qui a été tenue par toutes les régions de France. Nous, on masque, on dépiste tout ce qu'on peut dépister, on isole chaque fois les cas cliniques ou les familles ou les clusters, etc. Et nous, ici, dans la région, on traite. Bien. On constate que cette démarche-là, qui n'était pas celle de l'État à l'époque, est devenue la doctrine aujourd'hui permanente. D'autant plus compliqué à traiter maintenant qu'il y a un rebond potentiel, une deuxième vague potentielle, avec un virus qui a muté et qui fait en sorte que, ce dont on est à peu près sûr, c'est que, il faut se masquer, 2, il faut se laver les mains au gel, là, entre 15 et 20 fois par jour, parce que c'est plutôt par là que ça passe, et 3, il y a un truc qui est tout simple dont personne ne parle, il faut acheter des petits oxymètres, là. Vous savez, c'est le petit truc que vous mettez dans le doigt, là, vous appuyez, ça vaut 20 € en pharmacie. Voilà, vous le prenez pour toute la famille. Si vous êtes à moins de 90% de consommation de saturation d'oxygène, c'est que vous avez un problème respiratoire. Vite aux urgences. Voilà, c'est simple. Mais ça vous protège tous. Voilà. Et cette démarche-là fait en sorte qu'on a finalement beaucoup avancé, nous, dans notre liberté d'action, dans nos actions régionales. Ça sert à quoi, une région? Nous, on prend... J'ai fini. On prend les jeunes au lycée, on les amène le plus loin possible au bac, à l'université, en formation, voire en formation professionnelle. C'est nous qui avons l'organisation territoriale de l'organisation de l'économie sur nos territoires, pour l'aménagement du territoire, pour les bassins d'emploi, pour l'organisation fonctionnelle. Et puis, on transporte tout le monde, en train ou en car. Ça fait un chantier quand même, Et donc là-dedans, on a montré qu'on était capable de prendre tout ça en charge. Et le fait que pendant cette crise, les villes, les départements et les régions ne sont pas battus, on a fabriqué nous-mêmes, sans le gouvernement, cette décentralisation active, avec des collectivités très réactives sur leur propre domaine de compétences, de proximité, pendant que l'État français était lourd et difficile. En conclusion, avant d'échanger, M. Philippe est parti.
je garde de l'amitié que j'avais pour M. Philippe, même si je regrette qu'il ne soit plus LR. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Je constate que dans le cadre de la crise, il ne faut jamais faire de polémique inutile. C'est assez compliqué pour ne pas en rajouter et essayer de poser les choses avec une certaine distance. Nous avons eu M. Castex. Je connais très bien M. Castex, c'est un collaborateur de M. Sarkozy. J'ai travaillé avec lui sur l'organisation des Jeux Olympiques, notamment pour Marseille, pour la voile. J'ai travaillé avec lui pendant le confinement. C'est un homme pondéré, très très fort intellectuellement, qui a une très grosse capacité, un très gros avantage pour nous en tout cas, et je pense pour notre pays, c'est qu'il a une vraie compétence d'élu local, parce qu'il est maire d'un petit bled, il a été conseiller régional, il connaît ça par cœur, et en même temps il a une vraie compétence nationale sur les dysfonctionnements de l'administration française, voire de la France elle-même. J'ai dit à Jean Castex, et écoute-moi Jean, voilà, c'est très simple, moi je suis un Européen convaincu, on sort du poste 2020, on va mettre en place le 21-27 avec le Green Deal sous la nouvelle commission, il va y avoir des moyens financiers supplémentaires et complémentaires pour les régions, parce qu'il va bien se dégager quelque chose dans l'alliance franco-allemande. Moi c'est simple, il va y avoir 40 milliards d'euros pour la France. Grosso modo, nous on est autorité organisation de gestion sur tout ce qui est FEDER, FEAMP, FSE, FEADER, c'est-à-dire aménagement du territoire, emploi, agriculture, pêche, etc. Et donc là-dedans, nous avons la capacité d'aller au plus près de nos terrains dans nos propres filières. Nous, on veut notre activité là-dessus, on a cette capacité d'action d'aller récupérer l'argent là-bas. Parallèlement à ça, tu nous as beaucoup aidé au niveau des filières, que ce soit la filière du tourisme, que ce soit l'aéronautique, que ce soit l'automobile. Il y a un certain nombre de plans qui ont été faits qui sont à hauteur d'entre 7 et 15 milliards d'euros. Et là-dedans, nous ne voulons pas que ça soit simplement concentré sur les donneurs d'ordre. Nous voulons le faire, entre guillemets, ruisseler sur les filières, de façon à ce qu'on n'assèche pas les filières. Exemple très simple et très concret. Quand vous parlez d'Airbus. Airbus, il y en a deux branches. Il y a l'aéronautique et il y a l'hélicoptère. Mes copains Delga et Rousset, qui eux ont la branche aéronautique. Très compliqué, hein, parce qu'il n'y a pas un avion qui vole, il n'y a pas une commande qui est faite, et donc comment on fait pour la filière? Ce n'est pas le même problème d'Airbus hélicoptère, où là, pareil, il n'y a pas de commande d'hélicoptère dans le monde, et donc la filière s'assèche de fait, mais nous avons négocié avec le gouvernement pour que l'armée française, la sécurité civile par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur achètent des hélicoptères qui vont faire que notre filière va fonctionner. Mais notre filière va fonctionner que si la filière fonctionnait pas simplement Airbus. Et l'enjeu, c'est justement de participer à cette organisation pour ne pas assécher les filières et les garder, nos filières industrielles que nous connaissons. Dernier volet, 21-27, on signe le contrat de plan État-région, où il y a des moyens financiers conséquents. C'est le hasard qui fait bien les choses à la limite et qui nous permet de faire en sorte que nous participons à ce contrat de plan État-région pour l'administration et la mise en place sur le territoire. Nous avons signé un accord politique que nous avons signé fin juillet. Nous avons validé cet accord avec M. le Premier ministre Jean Castex en 1 heure. 3 ans à demander des choses sans jamais rien obtenir, nous avons signé en 1 heure. Et aujourd'hui, nous sommes dans une autre situation qui est encore assez intéressante par rapport à la décentralisation, par rapport à la déconcentration, par rapport à la confiance, par rapport à la capacité d'action immédiate sur des décisions très importantes, où on nous explique qu'il y a des milliards, mais on n'a rien à manger. On explique qu'il y a des milliards pour des filières, mais on est incapable de payer à la fin du mois son loyer. Et donc là, nous avons la capacité d'agir au plus près, et c'est comme ça qu'on va essayer de faire en sorte. La réalité maintenant, c'est qu'au-delà de cet accord politique, on voit, administration par administration, une reprise en main par l'administration de son pouvoir pour essayer de bloquer l'accord politique. Voilà où on en est en un quart d'heure. Hein. Bon. Merci. Merci beaucoup.